Eh bien, on commence alors. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes donc tous réunis ici pour la table ronde de la journée mondiale de sensibilisation aux troubles des conduites alimentaires. Nous sommes réunis donc avec un panel assez intéressant, que je trouve, de professionnels de santé, de personnalités du monde des réseaux sociaux et en particulier des influenceuses, donc des femmes d'Instagram. Elles se rappellent d'ailleurs que je suis le seul homme. Ce qui montre une certaine diversité qui progresse dans ce monde un peu trop masculin. Et donc on est donc tous réunis aujourd'hui pour discuter donc des troubles des conduites alimentaires, discuter de cette thématique qui est la libération de la parole, puisque, pour rappel, la thématique principale de la journée mondiale de cette année est « Libérons la parole ». Néanmoins, on est réunis dans le cadre de cette table ronde pour parler aussi des réseaux sociaux. Et donc, se pose la question, dans le cadre de cette libération de la parole, est-ce que les réseaux sociaux permettent cette libération de la parole? Est-ce que les réseaux sociaux, au contraire, peuvent péjorer une libération de parole dans certains cadres, peut-être? On pourra discuter de ces différentes problématiques et puis voir dans quelle mesure est-ce que justement ces réseaux sociaux peuvent amener quelque chose peut-être d'un peu différent. On sait que ces réseaux sociaux, c'est des choses qui sont beaucoup diabolisées, en particulier dans les médias. On a encore quelques exemples par le biais de reportages récents dans des médias de grande écoute. Et donc, pour discuter de toutes ces problématiques-là, se pose cette question, réseaux sociaux, amis ou ennemis? Et pour en discuter, donc nous sommes réunis autour de cette table. Je vais demander à chacune de vous présenter. Je ne sais pas, commencer par... C'est moi qui m'occupe de la distribution de la parole. Je m'exécute. Bonjour, donc moi je suis Nathalie Godard, je suis pédopsychiatre, je travaille à la Fondation Santé des étudiants de France et à l'Université Versailles 50 ans en Yvelines, c'est long, et je suis présidente de la Fédération française anorexie boulimie. À mon tour, donc bonjour, moi je suis Camille Ringot, je suis médecin psychiatre, je travaille dans un hôpital de jour à la MGEN dans le 15e arrondissement et également dans le service de nutrition clinique du professeur Anachi. Bonjour, Isabelle Nicolas, je suis psychiatre, je travaille dans un service de psychiatrie de l'adolescent à l'Institut mutualiste Montsouris et je suis aussi dans les associations de Réseau francilien TCA et de la Fédération française anorexie boulimie. Bonjour, je m'appelle Inès, du coup je ne suis pas un ou une professionnelle de santé, et je vais vite peut-être taper. J'ai 27 ans et je tiens un compte Instagram qui parle de mon vécu avec l'anorexie et la boulimie, dont j'ai souffert pendant une dizaine d'années, et aujourd'hui c'est plus du témoignage par rapport à ma guérison, et surtout j'essaye d'apporter tout le côté sociologique, parce que je pense que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est évidemment les professionnels de santé, mais c'est aussi de m'intéresser à tout ce qui est en lien avec le féminisme et avec qu'est-ce que ça dit de moi en tant que femme d'être mince. Voilà. Donc moi, c'est Alexia Michel et je suis la fondatrice d'une société à mission qui s'appelle On My Mind et qui aide donc les personnes qui ont un rapport au corps et à l'alimentation compliquée à retrouver un peu plus d'harmonie avec le yoga. Et je suis aussi présente sur les réseaux sociaux pour sensibiliser sur cette approche du yoga qui est adaptée auprès d'un public touché par les TCA ou qui pourrait l'être. Donc moi, je suis étudiante en Master 2 de psychologie clinique à l'Université de Paris et en même temps, je suis psychologue stagiaire à Sainte-Anne et je gère aussi le compte Planète Psy TCA qui a pour but de sensibiliser aux troubles du comportement alimentaire et aussi de déstigmatiser le recours aux soins psychiques. Corinne Blanchet, bonjour. Donc moi, je suis endocrinologue nutritionniste, médecin de l'adolescent, et je travaille donc à la Maison de Solène, qui est un service pluridisciplinaire de l'hôpital Cochin. Donc je représente à la fois la partie adolescente des troubles et puis la partie pluridisciplinaire, on va dire, puisqu'on est vraiment un service d'interaction de la prise en charge somatique et psychiatrique. Et donc je suis vice-présidente et du réseau TCA francilien et de la FAB, la Fédération française anorexie boulimie. Bonjour, moi, Mouna Anachi, je suis médecin nutritionniste, chef du service de nutrition clinique à l'hôpital Paul Brousse au sein de la PHP. Je suis également présidente du réseau TCA francilien et membre du CA de la FFAB, Fédération française anorexie boulimie.
Et je ne me suis pas présenté du coup. Donc, moi, je m'appelle Hugo Saoudi, je suis médecin psychiatre également. J'ai la chance de travailler dans la clinique FSEF Paris 16 également, donc avec professeur Nathalie Godard. On a beaucoup de chance du coup, d'être réunis ici tous pour discuter de ce sujet-là. Et je pense que pour commencer à discuter d'un sujet aussi complexe et aussi vaste que l'intrication entre les réseaux sociaux et les troubles des conduites alimentaires, on devrait pouvoir commencer par définir ce que sont les termes, puisque quand on arrive, ça nous arrive assez souvent qu'on pose la question de l'utilisation des réseaux sociaux en clinique, quand on a des patients qui arrivent en première consultation et qui nous font tout un panel, qui nous présentent tout un panel de réseaux sociaux, qui nous demandent si on considère est-ce que YouTube est un réseau social, est-ce que WhatsApp est un réseau social, et donc peut-être nous définir de quel type de réseaux sociaux est-ce qu'on parle quand on parle d'intrication entre les réseaux sociaux et les troubles des conduites alimentaires. Voilà, c'est à moi là. Alors, moi, je vais m'appuyer sur un travail qu'on a fait avec une étudiante qui s'appelle Natalia Robert et qui m'a beaucoup appris sur les réseaux sociaux. Et je pense que quand on parle de réseau social et troubles des conduites alimentaires, il faut qu'il y ait du visuel, en fait. Donc, c'est tous les réseaux qui proposent effectivement des éléments autour du visuel. Et alors là, vous allez tous m'aider. Évidemment, il y a Instagram, évidemment, il y a TikTok, évidemment, il y a Facebook. Mais il y en a sûrement que j'ai oublié dans la liste. Et que les influenceuses à mon sens, il y a quand même déjà tout ce qui est YouTube qui contribue beaucoup. Aussi, oui. On voit ne serait-ce qu'en Corée avec, j'oublie à chaque fois le mot, tu sais, en Corée où ils mangent beaucoup, des espèces de crises de boulimie en ligne. Mukbang. Voilà, c'est ça. Il y a ça qui se produit, par exemple, qui fait beaucoup de vues en plus. Et pour moi, il y a aussi toutes les plateformes de stream, mine de rien, où il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais effectivement, je trouve que la partie visuelle, ça joue beaucoup. Parce que quand on a cité WhatsApp en exemple, je pense que, comment dire, voir par exemple des corps très minces, voir des personnes pour lesquelles on va s'inspirer, ou même les mukbangs dont tu parlais, le fait de voir des gens beaucoup manger, effectivement, je sais pas, ça crée quelque chose dans le cerveau. Et je pense pas que juste de l'écrit l'aurait fait autant. Parce que je sais pas, il y a un peu quelque chose de l'ordre un peu de l'expérience vicariante, je pense. Ouais. Quelque chose un peu de l'imitation. Oui. Tu vois l'autre faire, c'est pas juste un récit, je pense. Exactement. Mais après, les écrits, au début, avant les réseaux sociaux très visuels, on avait quand même des forums très actifs, pro-ANA, de support. Aujourd'hui, je pense que ces forums ont été remplacés plutôt par des hashtags où les personnes qui recherchent ce type de contenu vont chercher par mots-clés. Et d'ailleurs, ce sont les premiers qui sont bannis des réseaux. Pinterest en premier, qui a été le premier réseau extrêmement visuel qui existait. Et puis aujourd'hui, hier, la loi a été passée sur l'influence pour justement notifier toutes les photos retouchées, dans le sens de la gestion du contenu, notamment à cause de tout ce contenu autour de la minceur, des régimes, de toutes les déviances qui existent. Et tant mieux, parce qu'on passe du forum où il y avait énormément de contenu à ces hashtags qui vont être petit à petit diminués. Et après, il y a toujours des stratégies pour remplacer les hashtags. Il y a toujours des stratégies de contournement, on va dire. Mais c'est vrai que le visuel est ce qui est encore de plus marquant. Et aussi l'algorithme, parce que finalement, c'est l'algorithme qui fait que la consommation de contenu va devenir tout le temps autour de cette même proposition visuelle. Et au-delà des hashtags, en fait, je me dis, un utilisateur le consommerait, va en recevoir davantage. Donc, même si on bannit en fait les hashtags, l'algorithme persiste. Non, mais juste si je peux ajouter un truc, je suis hyper d'accord avec ça parce que hier, je sais pas, je voulais créer un réel pour montrer ce qu'on pouvait voir sur les réseaux sociaux par rapport aux troubles alimentaires. Effectivement, je suis allée sur Pinterest, j'ai tapé Teenspo, donc Teen Inspiration, et c'était pas possible, on pouvait pas avoir de contenu à ce sujet, donc je me suis dit, très bien. Mais en fait, ce qui est un peu malsain avec les réseaux sociaux, c'est que avant, effectivement, sur les forums, je pense qu'il y avait les forums pro-ANA et c'était pleinement assumé que c'était un contenu pro-anorexie. Mais aujourd'hui, en fait, il y a plein de contenus qui ne se veulent
pas des contenus liés aux troubles alimentaires, mais en fait, qui peuvent déclencher des troubles alimentaires. Moi, je pense beaucoup à la communauté fitness, par exemple, où ils vont jamais dire c'est une vidéo pour pour avoir un trouble alimentaire, mais en fait, tous les conseils qui vont avec tendent vers ça. Et effectivement, avec l'algorithme, ensuite, tu as l'impression de ne pas avoir de problème parce que tu n'as que des vidéos C'est normalisé, en fait. Oui, voilà, c'est hyper normalisé. Donc, je trouve que c'est ça qui est hyper malsain avec aujourd'hui, c'est que vraiment, c'est pas assumé. Pourtant, c'est des contenus qui poussent vers ça. Là, ça me rappelle, j'avais vu, désolée, j'avais vu, ça me rappelle, j'avais vu justement un reel où tu avais une personne qui disait on me dit que j'ai plus de vie sociale, mais en fait, ma vie sociale maintenant, c'est le sport. Enfin, c'était un espèce de reel comme ça où tu voyais que la personne, oui, elle allait 6 ou 7 fois par semaine au sport. Tu te rends compte qu'elle y passe plus de 2 heures. Et du coup, nous, forcément, dans la tête, il y a l'hyperactivité physique qui commence à se mettre qui commence à clignoter dans la tête, mais tu fais, bah oui, mais non. Et en fait, tu vois qu'il y a 20 000 ou 30 000 likes sur cette vidéo, et je ne sais pas combien de commentaires de personnes qui disent, mais oui, en fait, c'est eux qui ne comprennent pas. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Se pose la question, est-ce que les réseaux sociaux provoquent ou déclenchent la maladie, ou est-ce que c'est des sites qui vont attirer des gens qui sont déjà prédisposés ou malades? Est-ce qu'aujourd'hui, ça va augmenter le nombre de troubles alimentaires, ou est-ce que peut-être que mes collègues psychiatres pourront répondre oui, voilà. Je pense par exemple certains types de contenus qui sont effectivement assez ambigus et qui du coup mettent les parents aussi dans une position complexe pour encadrer leurs ados, qui sont des sites type recovery, mais en fait qui sont très très centrés sur des conduites alimentaires qui vont être pour le moins orthorexiques, voire encore très très contrôlantes. Ce sont je veux dire, typiquement, je ne pense pas qu'un ado va développer des troubles alimentaires s'il n'est pas dans un rapport compliqué déjà à son corps et à l'estime de soi. En revanche, il va pouvoir plonger dedans et effectivement, avec les algorithmes, être de plus en plus abreuvé de ce type de site, tout en disant que ça peut être un soutien par rapport à ses troubles alimentaires, alors qu'en fait, ça l'aide à surtout rester centré sur des intérêts exclusifs autour de la question de l'alimentation, du poids, du contrôle de l'image du corps. On peut considérer alors que c'est des facteurs déclenchants chez des patients qui ont des vulnérabilités et qui de toute façon auraient développé la maladie, mais peut-être plus tard ou différemment, et ces réseaux sociaux peuvent être aussi des facteurs pérennisants. Mais en aucun cas, est-ce que, je pose la question, est-ce que ça pourrait être vraiment une cause de la maladie? Ça me paraît être un peu plus un raccourci, un peu... Surtout les maladies sont multifactorielles, les origines, donc on ne peut pas se baser sur une cause apparaît une maladie, mais sur un terrain de vulnérabilité et des facteurs qui vont effectivement s'enchaîner les uns après les autres et qui vont faire qu'à un moment donné on développe. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, enfin en tout cas moi je le vois un peu comme ça, comme un facteur précipitant un petit peu vers les troubles, peut-être précipitant, qui amène vers les troubles plus rapidement, effectivement, que s'il n'y avait pas eu toutes ces images, ou qui précipitent une insatisfaction corporelle sur une exposition aux images qui est beaucoup plus importante. Et par rapport à l'algorithme, c'est vrai que le seul fait de finalement s'attarder un peu sur une image d'un corps de femme qu'on trouverait joli, ou d'homme, n'importe, fait que derrière, l'algorithme va nous proposer toujours le même type d'image. Et donc, même sans le vouloir, finalement, c'est très insidieux, on va se retrouver avec un contenu comme ça qui va être multiplié et on va se dire, effectivement, c'est ça la norme, sans même avoir cherché quoi que ce soit, parce que notre regard va s'arrêter va se poser en fait sur des photos, des belles photos, des photos posées. C'est vrai que même sans le vouloir, on peut arriver à ça. Moi, je dirais plutôt un facteur précipitant, en fait, en association à d'autres facteurs qu'une cause. Mais sans forcément arriver jusqu'à un trouble des conduites alimentaires. Ça entame l'estime de soi, ça donne des mauvaises représentations de ce qu'est un corps qui est un corps parfait ou idéal, qu'il soit féminin ou masculin, et ça précipite les gens potentiellement vers un mal-être et des comportements qui peuvent être dangereux, même s'ils n'arrivent pas à un trouble des conduites alimentaires. C'est-à-dire que ça va perturber leur alimentation, ça va vous raconter l'histoire du sport et du fitness, ça met les gens dans des situations où même ils se blessent en fait, et je pense que c'est contre-productif par rapport à ce qu'ils cherchent aussi. On pourrait dire, moi je dirais, alors je suis partiellement d'accord, je pense néanmoins que c'est une question de mauvaises rencontres au mauvais moment, quoi. C'est-à-dire que oui, c'est un facteur déclenchant,
Ce qu'on a l'air de dire, c'est que c'est un facteur déclenchant. S'il n'y avait pas eu ce facteur déclenchant, l'ado aurait quand même développé un trouble alimentaire un jour. Moi, je ne suis pas certaine de ça. C'est comme pour toute addiction. C'est vraiment la mauvaise rencontre d'un contenu quelconque à un moment de fragilité individuelle, période d'adolescence ou d'autres moments de vie. Et le même contenu sur une autre période de vie ou un autre moment de la vie de l'individu ou de l'adolescent n'aurait peut-être pas déclenché la même chose. Donc, ce que disait le professeur Godard sur la question, effectivement, ce n'est pas forcément des TCA caractérisés, mais des déviances alimentaires ou une activité physique excessive. Ça peut effectivement nuire à la santé d'une manière générale, perturber le sommeil, mais ça peut aussi faire entrer dans une espèce d'engrenage et qui va conduire vers la pathologie, vers le trouble, ce qui n'aurait peut-être pas eu lieu de toute façon. Enfin, moi, je pense que c'est vraiment la question de la rencontre au mauvais moment. Je pense que quel que soit l'individu, on a effectivement tous des terrains de vulnérabilité, mais c'est vraiment une question de temporalité, je pense, de la rencontre. Donc bon, oui, je suis d'accord, mais je pense qu'il faut aussi nuancer sur l'idée de dire que c'est pas parce qu'on a le terrain de vulnérabilité qu'on va forcément développer un trouble alimentaire. Après, on sait que l'expérience de régime, l'expérience de perte de poids, d'une manière générale, c'est quand même l'un des principaux facteurs précipitants. Et l'expérience de perte de poids, on a tous des vulnérabilités et sensibilités à ça qui sont variables. C'est vrai que ça pose du coup pas mal de questions. Déjà, ces échanges-là, c'est qu'on parle donc de désordre alimentaire, on parle de troubles des conduites alimentaires qui seraient deux choses différentes. On parle de trajectoire de vulnérabilité également. Est-ce que quelqu'un pourrait définir ces différents termes pour les gens qui nous écoutent? Parce que c'est vrai que désordre alimentaire, troubles des conduites alimentaires, troubles des conduites alimentaires, on connaît. On est biaisé, nous, en tant que professionnels de santé ou personnes qui sont de près ou de loin impliquées dans ces questions-là, mais c'est pas évident pour tout le monde. Encore aujourd'hui sur Twitter, dans le cadre de la journée mondiale, j'ai vu un message qui disait je vois beaucoup parler de TCA aujourd'hui, mais je sais pas ce que c'est. Donc, ça peut être intéressant de redéfinir qu'est-ce que c'est qu'un trouble des conduites alimentaires et comment est-ce qu'on va faire la différence entre une déviation de l'alimentation et un trouble des conduites alimentaires. Vas-y, peut-être que une des collègues psychiatres pourrait nous répondre et définir, ou Hugo. Pardon. Déjà, on va le faire de façon collégiale. Ce qui, dans tous les troubles psychiatriques, ça fait partie des pathologies qu'on retrouve dans les classifications des troubles psychiatriques. Dans les troubles alimentaires, déjà, il y a l'association à une douleur, à une souffrance, au fait que ce soit que ça génère un mal-être important, que ce soit associé à un mal-être. Les troubles des conduites alimentaires se caractérisent, on va dire, quand on parle de TCA, on parle principalement dans les grands troubles d'anorexie mentale, de boulimie, d'hyperphagie boulimique, avec d'autres troubles plus du côté de l'enfance. Ces troubles sont un rapport perturbé à l'alimentation. Du côté de l'anorexie mentale, on est dans un contrôle alimentaire important qui engage une dénutrition, une perte de poids significative ou une absence de prise de poids pour un enfant et une croissance en taille qui se poursuit, en tout cas un amaigrissement et un contrôle sur l'alimentation, sur la quantité alimentaire, la quantité de nourriture absorbée, sur un tri sélectif sur des aliments de moins en moins caloriques. Et après, il peut y avoir plus de perte de contrôle. Il y a souvent quand même un idéal de contrôle de l'alimentation et de l'image du corps. Dans l'anorexie mentale, il y a aussi le fait de se percevoir de façon déformée, de se trouver gros alors qu'on est maigre, ce qui accentue la restriction alimentaire, et donc il y a des conduites comme ça d'entraînement. Après, quand les patients essayent de contrôler leur alimentation mais n'y arrivent pas, ça peut donner soit des crises de boulimie et avec des moments de contrôle et des moments où on ne contrôle plus son alimentation en ayant une surconsommation alimentaire. Et quand cette surconsommation d'aliments, ces crises où objectivement pour tout le monde on va considérer que c'est trop, c'est pas du grignotage, ces crises-là, elles vont soit être suivies de contrôle, de reprise de contrôle du poids avec des vomissements provoqués, du jeûne, de l'exercice physique intense, ou pas. Et ça va différencier globalement la boulimie
de l'hyperphagie boulimique. Dans l'hyperphagie boulimique, il n'y a pas ces contrôles compensatoires de ces prises de poids excessives, donc il y a plutôt une prise de poids, ce qui peut amener jusqu'à un surpoids, voire une obésité. Voilà. Oui, je dirais que ce qui différencie ce qu'on appelle les TCA, c'est les troubles des conduites alimentaires, qui sont des troubles caractérisés et qui répondent quand même à des critères diagnostiques stricts, ce que tu évoquais. Ce qui différencie les TCA de conduites alimentaires modifiées, on va dire, de conduites alimentaires déviantes, c'est peut-être, pour moi, deux aspects. C'est la durée dans le temps. Parce que les modifications des conduites alimentaires, on peut tous en connaître, et ce n'est pas forcément un trouble. Donc, c'est la durée dans le temps, alors que les TCA sont par définition des maladies chroniques de durée variable, certes, mais de plusieurs mois, malheureusement plusieurs années, voire sur une trajectoire de vie entière. Alors que les conduites alimentaires déviantes vont être des passages, on va dire, assez furtifs dans une vie sur des moments de vie. Ça, c'est la temporalité. Et puis, l'autre aspect qui me semble différencier les TCA des modifications, on va dire, des conduites alimentaires, c'est le retentissement, c'est-à-dire les complications sur le plan somatique, ce que ça engendre. On parlait d'ostéoporose, d'infertilité et toutes les complications liées à la dénutrition, aux conduites purgatives, à l'hyperactivité physique. Donc, c'est ces modifications-là, ce retentissement qu'on appelle, nous, les complications somatiques, psychiatriques, et justement les éléments de souffrance psychique associés et les comorbidités psychiatriques, c'est-à-dire d'authentiques troubles psychiatriques caractérisés associés au TCA. Donc pour moi, c'est quand même ces deux aspects-là qui différencient des conduites alimentaires déviantes de vrais troubles TCA caractérisés. Ce sur quoi on peut ajouter aussi les conséquences sur la vie sociale et l'insertion sociale qui sont considérables. Excuse-moi, par rapport, et comme tu l'as dit, ce sont des maladies. Il faut pas, il faut différencier une maladie d'un comportement, en fait, qui est temporaire et qui n'a pas de conséquences majeures. Qui est temporaire et qui est un ajustement de l'individu à un environnement, un moment de vie un peu compliqué, ou même un stress passager de quelques heures. Je rajouterai... Je prends juste un petit moment pour souligner le fait qu'on a notre dernière intervenante de la table ronde qui vient d'arriver. Je vais te présenter. Oui, donc moi je suis Lily Rose, je suis influenceuse sur Instagram et TikTok et j'ai souffert d'anorexie quand j'étais un peu plus jeune. Et aujourd'hui je me considère comme guérie et j'ai un peu pris la parole sur ce sujet sur Instagram et TikTok du coup, à travers des petites vidéos, des stories, etc. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que ça a aidé pas mal de personnes parce qu'ils se sentent reconnus, ça apporte de la visibilité, ça leur permet de libérer la parole parce que j'invite souvent ma communauté aussi à parler sur mes réseaux. Et voilà. Je voulais juste apporter une précision. Ce que disait le docteur Isabelle Nicolas sur l'hyperphagie boulimique et l'obésité. Il faut faire attention, tous les patients qui sont en surpoids ou en obésité ne souffrent pas de troubles des conduites alimentaires. Il y a une certaine proportion importante, plus importante que dans la population générale, mais la majorité des personnes qui souffrent ou qui sont en situation d'obésité et de surpoids ne souffrent pas de troubles des conduites alimentaires. 30%, c'est ce qu'on dit dans la littérature, un tiers globalement. Donc, si je comprends bien, ce qu'on dit là, ce qu'on est en train de dire, c'est que, grosso modo, quelqu'un qui ferait un régime, on parlait tout à l'heure de Thinspiration, j'ai aussi entendu parler de Fitspiration, il y a aussi toute cette notion autour de l'activité physique. Quelqu'un qui ferait un régime, quelqu'un qui serait susceptible de faire une sèche, par exemple, dans le cadre d'une prise de masse pour les hommes qui vont essayer de justement prendre des muscles, là, on parle a priori pas de troubles des conduites alimentaires. Ce sont des tendances qui sont vraiment valorisées. En fait, tout le contenu qu'on voit autour des détox, effectivement de cette pratique du fitness à l'extrême. Alors en plus avec les confinements à répétition qui ont amené chacun à être devant un écran et avoir une pratique physique parfois intense, de découvrir de nouvelles pratiques, des communautés aussi, des nouvelles finalement stars, influenceurs dans chaque secteur concerné. Qui viennent amener ces tendances à la maison, et c'est plutôt valorisé de prendre soin de soi, de faire attention à ce qu'on mange, à bouger quotidiennement, etc. Seulement, il n'y a pas trop de prévention sur l'extrême, la pratique à l'extrême qui peut effectivement déboucher sur un TCA. Dans l'univers du yoga, moi, c'est ce que j'appelle la yogarexie. Donc, c'est vraiment comment pratiquer le yoga, pas de la
bonne façon, on va dire, c'est-à-dire essayer de contraindre le corps, d'être dans la dépense calorique constante et d'utiliser l'argument du fait que voilà, le yoga c'est plutôt doux et puis c'est zen et puis il faut pas que les parents s'inquiètent, il faut que personne s'inquiète. Voilà, on suit des personnes qui sont inspirantes, etc. Mais dans la réalité, ce sont des cours très dynamiques à la suite. Enfin, c'est extrêmement violent et moi je peux juste parler pour le yoga. J'imagine que dans le fitness c'est encore plus présent avec des influenceurs qui deviennent vraiment hyper présent, qu'on le veuille ou non, on voit le contenu constamment. Enfin, moi, je me dis, il y a des personnes même que jamais je ne suivrai de façon naturelle, dont je vois le contenu très régulièrement, en fait. Donc, moi, j'ose espérer que le contenu qu'on peut, en tout cas, produire en termes de prévention, prenne aussi le pas, et surtout que ces influenceurs-là soient sensibilisés à tous ces messages, parce que je ne pense pas que ce soit finalement d'une mauvaise volonté. Vraiment, je pense que c'est surtout ne pas réaliser l'impact que peuvent avoir des propos sur des jeunes, des détox, des sèches, effectivement, de la pratique physique très intense. Donc, voilà. Là, on voit beaucoup circuler actuellement la question du body summer. Ah oui. Les adolescents sont hyper impactés par ça. Et là, pour le coup, filles et garçons, j'ai le sentiment, sont par égal. Se disent, je vais préparer mon body summer. Là, tu te dis, bon, ok, nouvelle génération quand même. Alors là, je me tourne peut-être plus vers les créateurs de contenu, parce que j'imagine qu'il n'y a pas de manuel du bon créateur de contenu et des choses qu'il faut dire ou qu'il ne faut pas dire, justement, pour éventuellement, qui pourraient avoir un impact. Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'impact que vont avoir les images, on parlait tout à l'heure de l'impact que va avoir l'algorithme, on parlait tout à l'heure aussi de l'impact, on l'a dit en demi-mot, mais de l'impact éventuellement peut avoir le temps passé aussi sur les réseaux sociaux, puisque on est plus du coup confronté à ces images, on est plus du coup confronté à ces messages. Comment est-ce que quand on crée du contenu, on fait attention à ça? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez éventuellement pu être sensibilisé? Est-ce que c'est quelque chose auquel éventuellement vous faites attention? Comme tu peux Oui, clairement. Après, moi, c'est clair que j'ai pas, ça y a pas de mode d'emploi de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et je pense que ça se voit sur le contenu dans tous les cas qu'on voit tous les jours. C'est pas réglementé ou quoi que ce soit. Mais je vais plus me mettre genre dans ma tête un peu comme si j'étais à la place de la personne qui voyait mon contenu. Et c'est comme ça que je me dis, est-ce que ça c'est bien dit? Est-ce que ça je le fais bien? Est-ce que machin? Du coup, étant une personne qui ayant souffert de ces troubles, peut un peu percevoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien dire. Donc j'essaie vraiment de mettre dans la peau de quelqu'un qui va me regarder en fait. Et c'est comme ça que je fais le tri des informations à dire et ne pas dire. Et puis dans tous les cas, ça devient un petit peu un automatisme parce que moi-même j'ai été confrontée à des contenus qui m'ont fait du mal et je me suis dit je vais jamais faire ça quoi. Donc voilà. Ouais, un peu pareil que Lily Rose. En fait, moi, je sais que quand j'avais commencé sur Instagram, un jour, en plus, j'en avais parlé avec Sabrina. Parce que je savais que c'était en train de te remuer. Je sentais que ça allait te remuer. En fait, un jour, j'avais posté, je sais pas, j'étais allée dans un restaurant japonais, j'avais juste posté une photo de mon plat et quelqu'un m'avait répondu en DM, enfin, tu manges, enfin, je sais pas comment il m'a dit, tu manges que ça, moi, en gros, ça me culpabilise de voir ce plat parce que moi, j'aurais mangé plus. Et sur le moment, je comprenais pas. Et ensuite, j'en ai beaucoup parlé avec Sabrina. Et finalement, à partir de là, quand j'ai compris que finalement, ça pouvait trigger certaines personnes, les mettre mal à l'aise. Maintenant, je sais pas si c'est extrême, mais je poste jamais de photos de mes repas. Parce qu'effectivement, moi, comme tu as dit, si tu te remets à la place de personnes malades, quand tu vois des contenus de nourriture, tu peux te comparer à ce que la personne mange. Donc ça, j'évite. Pareil, le sport, je fais hyper attention. À un moment, j'avais préparé un semi-marathon et du coup, j'avais beaucoup d'entraînements. Et au début, je postais beaucoup mes entraînements. Et à un moment, je me suis dit, mais ça se trouve, ça met mal à l'aise les gens. Donc, j'ai arrêté. Et c'est vrai que je poste rarement quand je fais du sport. Je vais poster, mais si je poste quand je fais du sport, je ne vais pas rattacher à la pratique sportive. Je vais juste dire,
ah, c'était trop bien cette balade en forêt, regarder le chant des oiseaux. Enfin, je sais pas comment le dire, mais je vais pas dire ce matin, j'ai couru 10 km, j'ai dépensé tant de calories. Oui, Enfin, tu n'es pas sur la dépense, tu non. es sur le moment passé, le Oui, plaisir voilà. que tu as pris dans ce moment-là, Ouais. qui est Mais agréable. mais c'est vrai qu'il faut faire hyper attention. Et je rajouterais juste un truc, mais là, c'est pas par rapport à mon cas, c'est pour revenir sur les influenceurs fitness. Tout à l'heure, quand on a parlé des prédispositions, alors je suis hyper d'accord. Je pense il y a des gens qui ont je pense qu'il y a des gens qui ont des prédispositions aux troubles alimentaires. Moi, j'en parle souvent. C'était le harcèlement scolaire, les remarques de mes parents, blablabla. Je vais pas faire mon histoire, mais effectivement, du coup, les réseaux sociaux ont accentué ça. Et moi, j'ai un peu du mal avec la communauté fitness. Je n'arrête pas de revenir dessus, mais c'est que je trouve qu'ils ont vraiment un rôle à jouer. Et parfois, il y en a certains, et je trouve ça limite encore plus malsain, qui vont commencer une vidéo et dire, par exemple, ils vont faire une vidéo sur le jeûne intermittent, et au début de la vidéo, ils vont dire, alors attention, par contre, si jamais vous souffrez de troubles alimentaires, ne regardez pas cette vidéo. Et du coup, je trouve ça encore plus malsain. Parce que j'ai envie de la regarder. Au fond, ils savent, j'ai l'impression qu'ils savent, même si peut-être qu'il y en a où c'est vraiment bienveillant, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui, au fond, savent que leurs conseils peuvent déclencher quelque chose, mais ils le font quand même. Mais oui, du coup, je sais pas. J'aimerais bien parler un jour avec un influenceur finance juste pour vraiment avoir l'arrière-boutique, parce que il y a quelque chose en moi où je me dis qu'au fond, c'est des personnes qui ont des problèmes avec l'alimentation, et j'ai du mal à penser que non, ils n'ont... Enfin, bref, vaste sujet. J'ai un peu dévié. Moi, j'avais juste une question aussi, une remarque à faire. J'ai l'impression que je connais pas très bien les réseaux sociaux. J'en ai pas beaucoup. J'ai l'impression que c'est un domaine qui n'est pas maîtrisable ni contrôlable. Et que de toute façon, il y aura toujours un peu de tout. Des choses qui vont précipiter ou faire du mal aux personnes qui sont vulnérables ou qui souffrent de troubles alimentaires ou d'autres, et des choses. Est-ce qu'il faudrait pas réfléchir à comment utiliser les réseaux sociaux plutôt dans le bon sens pour communiquer des choses plutôt positives, argumentées, plutôt que d'essayer de réparer ce que les autres disent, et qu'à un moment donné, de toute façon, on ne pourra pas le contrôler. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt essayer de contrebalancer plutôt que d'essayer de contrôler quelque chose qu'on ne pourra pas contrôler? Et vraiment, c'est une question de novice qui ne connaît pas les réseaux sociaux. C'est un bon point, parce que cette question d'algorithme, derrière, il y a des considérations de business énormes, parce que tout est monétisé, et du coup, ce sont à ceux qui mettent les plus gros budgets, et la minceur rapporte énormément, qui arrivent à avoir leur contenu extrêmement présent. Alors la minceur, le fitness, le bien-être, il y a plein d'industries, pas que la minceur, mais en tout cas, c'est extrêmement valorisé d'un point de vue visuel, mais également financier. Donc, moi, je trouve ça intéressant de comprendre comment l'algorithme fonctionne. Et je vois très bien avec le contenu que je poste. Je peux poster du contenu très profond, utile, etc. Je vois bien que je vais avoir 4 likes. Et puis, je vais faire une posture de yoga un peu plus avancée, etc. 500 likes. Ok, très bien. Je donne un exemple. L'idée étant de se dire, il faut avoir un équilibre pour ensuite proposer vraiment du contenu intéressant et amener les personnes qui sont exposées à ce contenu-là à autre chose, sans trop aller non plus dans le contenu extrême de l'algorithme, mais en tout cas le comprendre. Et puis effectivement se dire que sur les réseaux sociaux, il y a quand même de bons aspects de messages d'espoir, vraiment tous les messages qui sont postés de vraie vie, alors qu'avant on n'était que exposé aux médias traditionnels, avec la télé, les magazines qui nous disaient le summer body, les magazines, aujourd'hui on a quand même la puissance de montrer la vraie vie et des discours de vrais gens, et pas juste des super mannequins ou actrices sur des magazines. Donc je crois qu'il y a quand même de très bons côtés sur les réseaux. Le seul petit problème, c'est qu'ils sont moins visibles que tous ceux qui rapportent énormément d'argent, et voilà. Donc, en tout cas, moi, je pense qu'en tant que professionnel, c'est un outil effectivement qu'on ne maîtrise pas du tout, et qu'on aurait vraiment intérêt à certains d'entre eux continuer et développer cela, parce que aujourd'hui c'est incontournable.
Pour faire de la prévention primaire, secondaire, etc., en tant que professionnel de santé, on ne peut pas ne pas prendre en compte les réseaux, effectivement, les utiliser à bon escient, dans une bonne direction. Je pense que c'est quelque chose aujourd'hui que ça ne prend pas en fac de médecine, mais peut-être qu'on devrait aussi y réfléchir. Donc, comment apprendre aux professionnels de santé, entre autres, à utiliser ce média pour faire passer les messages. Il y a peut-être un effet générationnel et peut-être que dans 15 ans, les professionnels de santé seront plus aguerris sur la sécurité sociale. On a quand même une professionnelle de santé ici qui est aussi assez active sur les réseaux sociaux et qui peut peut-être s'éclairer sur comment est-ce qu'on choisit, quand on est professionnel de santé, comment est-ce qu'on choisit une thématique et comment est-ce qu'on essaie. C'est pas simple. Effectivement, moi j'ai aussi un compte sur Instagram, donc doc.tca. Et au début, j'ai même hésité à avoir ce compte-là en tant que professionnel par rapport à les gens de ma profession, de mon milieu professionnel, parce que c'est se mettre dans une posture qui n'est pas forcément évidente, c'est s'ouvrir au tout public, s'ouvrir à tout type de commentaires, de questions, et c'est du coup prendre la parole en tant que professionnel, ce qui n'est pas forcément simple parce que on ne se sent pas forcément légitime, souvent en plus au début, enfin voilà, je suis quand même assez jeune quand même dans le métier, donc c'est pas forcément simple. Et ça pose plein de questions sur la façon de communiquer, quel message, comment les dire. Moi, j'ai beaucoup réfléchi avant de faire mon compte, qui associe aussi bien de la prévention, de l'information pour déconstruire des idées reçues qui pourraient éventuellement mener à une souffrance en termes de santé mentale ou mener à des troubles des conduites alimentaires, informer, déstigmatiser sur les troubles alimentaires. Et j'associe ça en fait à des recettes de cuisine, du coup, mettant en avant des idées de repas, en me détachant de l'aspect calorique, de l'aspect portion, de l'aspect vraiment pour donner des envies de recuisiner, de prendre du plaisir, de remettre en fait du plaisir autour de l'alimentation et de la convivialité. Et j'alterne en fait entre des postes de prévention et des postes de cuisine, parce que j'adorais les deux et je me suis dit, mais pourquoi pas? Et c'est vrai que les patients regardaient beaucoup, enfin en tout cas les patients que je suivais, regardaient beaucoup Instagram pour des comptes de cuisine. Et je me suis dit, mais pourquoi pas essayer d'amener justement un autre contenu que parfois ils cherchaient des recettes très healthy, hypocaloriques, végé, vegan et tout ça, de proposer des choses plus diversifiées, plus spontanées, plus orientées vers le plaisir alimentaire, vers la découverte gustative. Et donc, j'ai allié ça. Et au tout début, je n'avais pas forcément que des retours positifs par rapport à ça. Donc, c'est vrai que c'est dur en tant que professionnel aussi de se positionner, d'essayer d'amener des choses, parce que aussi le milieu professionnel n'est pas forcément très ouvert à cette idée qu'on aille sur les réseaux sociaux et qu'on s'exprime. Donc, il y a toute une façon de penser, de voir les choses qui est aussi à travailler, je pense, dans notre communauté médicale et en même temps, je pense, indispensable à travailler pour amener des informations plus claires, plus scientifiques, plus justes à l'ensemble des personnes, parce qu'elles ont le droit d'avoir accès aussi à ces informations-là. Parce qu'on malheureusement on est noyé dans un flot d'informations contradictoires ou pas fondées ou possiblement qu'on pourrait mal interpréter ou mal exprimer. Donc voilà, j'ai essayé d'amener ma petite pierre à l'édifice et comme tu disais tout à l'heure Alexia, on est très peu visible dans cette posture-là en fait parce que ça plaît pas plus que ça. Enfin, ça se met pas en avant. C'est pas des corps en mouvement. C'est pas des photos de mode. C'est pas des recettes un peu putaclic, j'ai envie de dire, des recettes voilà hypocaloriques, régime machin. Donc du coup ça passe moins bien et c'est dommage. Et je parlais avec différents professionnels récemment qui me disaient qu'il y avait des formations maintenant pour les jeunes médecins, pour communiquer à travers les médias et les réseaux sociaux. Donc, il y a des choses qui se développent, je pense. Après, tout le monde n'a peut-être pas accès, mais je pense que ça vaut vraiment le coup de pouvoir accéder à ça parce qu'on en a clairement besoin. Et pour l'ancienne génération, comme dirait le docteur Nicolas, je pense qu'on est formaté et que déontologiquement, on se dit qu'on n'a pas le droit. Enfin, qu'on ne peut pas faire ça par rapport à nos institutions, par rapport à notre position déontologique, etc. Alors qu'en fait, je pense que c'est juste un truc à déconstruire et à repenser les choses différemment. Et j'ai appris comme ça aussi. Enfin, on veut dire, dans la pratique, c'est l'idée que si je me mettais sur un réseau social, j'ai décrédibilisé un peu, tu décrédibilisé en tant que professionnel. Voilà, je ne pouvais pas consulter, être sérieuse. On allait voir ma vie, on allait voir... parce qu'on
tu rentres aussi quand même dans l'intimité du professionnel quelque part, même si on ne voit pas ta tête tout le temps. C'est vrai que personnellement, j'avais beaucoup réfléchi à mon cadre avant de créer. Enfin, je m'étais dit que créer un compte de psycho en tant que futur psy, c'était forcément quelque chose qui devait être pensé avec un cadre. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et je l'ai vraiment construit et mis en place avec un cadre. Et j'ai commencé à créer des reels en me disant, bon, allez, je crée des reels, mais ça reste quand même très sérieux et ça va le faire. Et des reels. En fait, C'est une vidéo de moins d'une minute. c'est des vidéos moins d'une minute avec en général des audios derrière. Et en fait, l'idée, c'est que c'est quelque chose qui est très vu en règle générale et surtout par les populations environ du 16-24. Et en fait, quand j'ai commencé à en faire, on m'a de la même manière dit, mais t'as pas l'impression de briser un peu l'image du psy, de ne pas y correspondre. Et en fait, je me suis dit, en fait, effectivement, peut-être que je suis en train de toucher à l'image d'Épinal du psy, mais en même temps, l'idée que j'avais, c'était le pédopsychiatre qui jouait avec les enfants pour pouvoir justement commencer à pouvoir faire mentaliser des choses. Et je me suis dit, les jeunes, on les trouve où il faut. Et en fait, s'il faut qu'on fasse des reels pour les trouver, Puis il y a des médecins qui prennent énormément de place en fait dans les médias, quoi. Enfin, qui sont pour le coup, eux, ils n'ont pas. Alors moi, je ne suis pas médecin, encore une fois, je ne juge pas leurs propos. Juste de mon ancienne casquette marketing, je peux voir qu'effectivement, eux prennent tout l'espace. Donc certains ne se gênent pas. Mais quand même. oui. Et le problème, c'est qu'en plus, dans leur discours, il y a quelque chose de très catégorisant, de très diabolisant par rapport à certains aliments ou comportements alimentaires. Et ce qui est dramatique, c'est qu'il y en a certains qui font une vidéo, par exemple, là-dessus, sur quelle chose manger plus ou moins bon pour la santé, en allant jusqu'à quelque chose de bon pour la santé. Et genre, le jour d'après ou 2 jours après, ils font une vidéo sur les TCA. Donc, quelque chose de complètement dichotomique, en fait. En tout cas, quand on pèse le pour et le contre de se mettre sur les réseaux sociaux en tant que professionnel de santé, moi, j'ai quand même vu l'aspect positif, bénéfique pour les patients et j'ai eu énormément de retours. Je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête de patients de personnes en fait qui souffraient, qui ont souffert, qui souffrent ou pas de troubles alimentaires et qui ont fait des retours très positifs finalement sur des conseils, sur des informations, qui ont pu aller consulter aussi en lien avec des informations qu'on a pu donner, que ce soit ton compte, nos différents comptes, je pense, sur les réseaux sociaux. Ils amènent à aller consulter, à se poser des questions, même à des familles. Moi, j'ai eu beaucoup de jeunes qui m'ont dit, j'ai montré à ma mère et elle a regardé votre compte et du coup, elle a compris, on a pu en discuter, c'était chouette. Voilà, ça, c'est des retours qui sont hyper positifs et pour ça, je pense qu'il faut s'accrocher, même si on a peu de visibilité, continuer à donner de l'information, en fait. Puis il y a un autre angle de vue, moi, et là je vais poser une question au docteur Saoudi, on va inverser les rôles. Parce que je pense qu'il y a un élément qu'on oublie, c'est toute l'éducation aux médias. Oui. C'est de donner aux jeunes la capacité de décrypter ce que vous êtes en train de décrypter. Mais ça, je pense que oui, c'est une authentique question. Alors surtout, effectivement, pour les plus jeunes, avant l'âge de 15 ans, quand on regarde les études de prévention primaire, donc prévention primaire, on parle de prévenir l'apparition d'un trouble, donc on se place avant qu'un trouble apparaisse, et donc on se passe éventuellement sur des jeunes qui ont une certaine trajectoire de vulnérabilité, qui peuvent présenter un certain nombre de facteurs de risque ou pas. Et en fait, ce qui fonctionne bien, c'est justement de les éduquer aux médias. C'est d'apprendre, en fait, tout ce travail de déconstruction que vous avez pu éventuellement commencer à faire au travers de ces différents comptes, mais de leur apprendre à eux-mêmes l'intégrer et du coup l'appliquer à ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux. Parce que quand vous avez toutes les deux évoqué tout à l'heure le fait que vous avez effectivement vu des choses sur les réseaux qui vous ont potentiellement porté préjudice ou qui vous ont fait vous poser des questions ou qui vous ont fait avoir éventuellement ce qui est décrit typiquement, c'est les difficultés au niveau de l'image corporelle, c'est les difficultés du coup commencer à avoir éventuellement des désordres alimentaires pour essayer de ressembler à évidemment, c'est pas si simple, mais essayer de ressembler à une espèce d'idéal construit. Et ça, vous avez dû du coup construire votre propre manière de résister à ces pressions-là. Et l'éducation média, c'est ça, en fait. C'est développer justement les compétences à critiquer, développer l'esprit critique, développer l'esprit créatif pour pouvoir ne pas se contenter juste de ce qu'on voit, mais faire le travail que vous faites, en fait, aujourd'hui. En fait, ce qui est compliqué aussi avec les réseaux sociaux, c'est que
là, on parlait du mauvais côté, mais d'un autre côté, même chose, il y a le bon côté. Enfin, moi, tous les comptes comme le tien, ou même, encore une fois, comme celui de Sabrina, et sinon, tous les comptes de témoignages par rapport au TCA, moi, ça m'a beaucoup aidé. Enfin, j'ai encore une fois déjà parlé de tout ce qui m'avait aidé à guérir, mais ces comptes-là m'ont beaucoup aidé. Et justement, c'est toujours l'aspect malsain, mais pas malsain de l'algorithme. C'est qu'en fait, si on a un type de contenu, on va rester un peu focalisé sur ce type de contenu. Donc, typiquement, moi, je sais que pour me détacher de tout ce qui est lié à l'apparence, parce que ça m'a fait vraiment beaucoup de mal, j'ai commencé à suivre des comptes body positive. Et donc, body positive dans le sens des femmes qui ont une taille qui n'est pas une taille 36 ou une taille 34, mais qui assument totalement. Et moi, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien de suivre ces contenus-là. Mais j'arrive pas à savoir, du coup, c'est quoi la solution, parce que d'un autre côté, quand je fais ça, je ne développe pas non plus mon esprit critique, parce que je me dis, je ne sais pas comment expliquer, mais je me focalise sur un type de contenu. Et après, c'est vrai que mon algorithme me donne que ça. Et moi, ça me fait du bien. Ces contenus-là me font du bien, donc je suis très à l'aise avec ça. Et un jour, j'en avais parlé avec mon compagnon, et il m'avait dit, parce qu'il voit que je suis beaucoup de contenu lié à la sociologie, des mouvements plutôt, on va dire, de gauche, etc. Et il me dit, mais t'aimerais pas lire un peu des contenus d'extrême droite, par exemple, de temps en temps, juste pour éveiller ton esprit critique. Et là, c'était un peu ma limite. J'étais là, ben non, j'ai pas envie. Et je sais pas, je trouve ça un peu compliqué avec les médias, effectivement, parce que ça pourrait s'appliquer même aux médias mainstream, journaux, télé, etc. Oui. C'est dur comme la vie médiatique, c'est dur de je trouve, sur ce qu'on lit, ce qui nous intéresse, on lit notre courant politique, on ne va pas forcément aller lire le courant politique opposé. Quand on allait au kiosque, que ce soit un journal, c'était également. Et je trouve que c'est pareil sur les réseaux sociaux, on va suivre le contenu qui nous intéresse, et c'est dur de regarder autre chose, quoi. Donc ça peut être bien dans un sens. Moi, là, le sens où je suis, j'aime bien, mais dans l'autre sens, ça peut nous maintenir, par exemple, oui, dans des désordres alimentaires ou troubles des conduites alimentaires, si on suit que des filles comme ça et qui nous montrent tous les jours ce qu'elles mangent, et voilà. Mais toi, tu as pu développer du coup ton esprit critique et puis te protéger en sélectionnant des comptes qui maintenant te font du bien. Ah oui, c'est ça l'idée, c'est de pouvoir prendre ce recul-là. Toi, tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose. Ce qui amène aussi un peu à la question, je me retourne à nouveau vers les professionnels de santé, c'est comment est-ce qu'on fait pour accompagner, parce qu'il y a peut-être des parents qui nous regardent là en direct ou qui nous regarderont après coup. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner alors, sur toutes ces questions-là, à la fois en termes de quantité de vues, parce qu'on le sait, hein, les ados, ils sont tout le temps sur leur téléphone, ils sont tout le temps là en train de regarder les TikTok et des trucs comme ça. Donc, comment est-ce qu'on fait pour accompagner la quantité, comment est-ce qu'on fait pour accompagner l'esprit critique et la qualité, le développement de la qualité, qui éventuellement a envie de répondre sur comment est-ce qu'on fait pour apprendre aux jeunes à venir se réguler et venir critiquer ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas la réponse à cette question parce que je pense que je suis plus identifiée aux parents qu'aux adolescents sur cette question-là. Je comprends très bien les parents et les difficultés qu'ils ont. Et je dirais, donc, sans pouvoir trop répondre à cette question, que l'élément encore un peu plus compliqué dans les difficultés alimentaires, moi, je suis surtout des parents de patients qui souffrent d'anorexie mentale. La question du contrôle et de qui contrôle qui est une question qui va devenir très aiguë dans ces troubles-là, de la question de la maîtrise, qui est une façon de se rassurer quand on souffre d'anorexie. Et quand les parents se disent on va essayer de maîtriser plus l'adolescent qu'il ne nous maîtrise, ça amène encore plus de tensions intrafamiliales. Parfois, il y a des parents qui sont tentés de surcontrôler, de vérifier tous les contenus de leur enfant, et ça peut être très intrusif, et on a quand même l'intuition que ce n'est pas forcément la bonne solution, et puis qu'en plus, en général, c'est un peu vain, à mon avis. Et en même temps, on sent que la liberté totale, c'est compliqué. Il y a des parents qui se disent, quand il y a un isolement social d'un adolescent fort et aggravé par les troubles ou provoqué par les troubles, se dire quand même là, il y a des échanges avec une communauté, quelque part c'est rassurant, c'est quand même un échange, une vie sociale. Moi, je pense que à part d'en parler, d'essayer de regarder ensemble parfois, de dire à son ado, mais qu'est-ce que tu regardes? Montre-moi, explique-moi. Enfin voilà, faire un peu le naïf et que son adolescent nous enseigne, ça peut être une bonne façon d'entamer un dialogue. Voilà. Je pense qu'il y a deux situations. Il y a l'ado non malade et il y a deux patients malades qui souffrent de troubles alimentaires et qui est en difficulté. Je pense que l'attitude n'est pas la même. Et que pour les patients, peut-être que les professionnels peuvent avoir une autre attitude et
un point de vue différent et puis une approche plus limitante aux réseaux sociaux à un moment où le patient est en grande souffrance. Et peut-être que ça peut s'envisager en accord avec les parents, le patient lui-même, pour pouvoir lui permettre d'avoir un espace un peu plus apaisé pour pouvoir se soigner. Oui, c'est vrai que sur des périodes d'hospitalisation temps plein, par exemple, pendant lesquelles l'accès au téléphone est très, très, très régulé, il y a des patients qui témoignent qu'ils se font une désintoxication. Donc, ceux qui passent leur temps à aller voir, effectivement, des gens qui postent leurs repas matin, midi et soir, des posts, c'est pas forcément des sites du tout pro-ANA, hein, mais ça peut être juste quelque chose qui alimente l'obsession autour de l'alimentation et l'envahissement autour de ça. Et ça leur, ils vivent une expérience quoi, de mise à distance pendant un temps, et ça les aide à faire un peu reset et à repartir sur quelque chose d'un peu plus choisi dans un deuxième temps. Comment est-ce qu'on gère dans un cadre comme ça la frustration d'un ado ou d'un adulte aussi d'ailleurs, j'imagine, parce qu'il doit y avoir aussi certains adultes qui consomment pas mal de contenu. Comment est-ce qu'on gère la frustration de quelqu'un à qui on enlève son téléphone dans un cadre hospitalier, par exemple? Parce qu'il y a des règles. Oui, il y a des règles. En tout cas, nous, dans notre institution, c'est vrai qu'on a posé dès le départ des règles où on régule effectivement les temps de téléphone. Donc, il n'est pas question de leur enlever le téléphone pour ne pas reproduire ce que font certains parents, à poser des interdictions totales d'accès à des contenus et de pas de téléphone du tout. Donc, ils ont effectivement des temps. Chez nous, c'est 1 heure après les 2 repas principaux. Et toute l'équipe et les soignants sont là justement pour réguler, accompagner, jeter un œil par-dessus l'épaule sur ce qu'ils regardent. Effectivement, il y a ceux pour lesquels la période de spit est un temps de désintox, clairement. Et ceux pour lesquels ces temps de téléphone sont une façon, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus diaboliser, sont aussi une façon de maintenir un contact avec une communauté qui n'est pas forcément une communauté toxique, de garder un contact avec des amis ou avec un groupe. Alors, pour ceux qui sont le plus en difficulté sur le plan relationnel, dans leurs interactions sociales, c'est vrai qu'on va, je ne dis pas qu'on encourage, mais en tout cas, on peut les orienter, les aider. Mais c'est vrai que ce temps de téléphone, pour certains, c'est leur seul moment de temps, de lien avec l'extérieur et avec des centres d'intérêt, etc. Donc, on est vraiment, c'est très individualisé, mais c'est sûr qu'on était obligé de réguler. Et très honnêtement, autant pour la cigarette, on a quand même des gros problèmes de sevrage. Quoique les populations de patients souffrant d'anorexie ne sont pas quand même les plus gros consommateurs de tabac. Autant on a quand même pas mal de problèmes avec le sevrage de tabac, autant on n'a pas vraiment rencontré de problème par rapport à l'usage des téléphones, mais il y a aussi une médiathèque où ils ont des temps accompagnés pour aller sur les réseaux, où là aussi on fait de l'accompagnement, de la guidance pour aller vers choisir finalement les contenus. Et moi je reviens à ce que disait le docteur Nicolas sur la question effectivement de l'enjeu que deviennent ces écrans et le temps passé, où il y a effectivement une espèce d'escalade entre des parents qui rendent coupables et centrent leurs propos sur la question de l'écran et des temps passés sur les écrans et qui font le lien en mode si mon enfant, mon ado n'a pas d'amis, c'est à cause des écrans. Et alors, on sait très bien que ce n'est pas dans ce sens-là que ça se passe, c'est les plus vulnérables, effectivement, qui développent une dépendance aux écrans. Et il y a une espèce de surenchère des parents, où plus les parents essaient d'interdire, cacher. La nuit, les enfants mettent leur réveil pour se lever, ils savent où le parent a caché. Enfin, ça devient complètement fou. Et c'est vrai qu'en tant que professionnel et équipe, on a cette mission d'accompagner, de réguler, de repositionner les choses, de réexpliquer. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un travail, et ça, c'est assez récent, qu'on fait autour de ces objets-là. Oui, du coup, le fait d'expliquer les choses, je pense que c'est ça qui est tout à fait. Parce que l'ado, il peut s'en saisir, l'ado ou l'adulte aussi. Et l'adulte aussi, et les parents aussi. C'est juste dire non, on va limiter, je pense que ça fonctionne pas. Mais quand on explique les choses et qu'on explique aussi l'impact sur les symptômes, sur l'entretien, sans diaboliser, bien sûr, tout est une question de nuance toujours, mais l'explication, l'information, elle est hyper importante. Et puis les réseaux sont le bouc émissaire moderne. Avant, il y a eu les mannequins, il y a eu les médias, il y a eu plein de choses. C'est tellement plus facile aussi de trouver finalement une cause
externe et directe face à une souffrance psychique, plutôt que de se dire, parce qu'il y a quand même une stigmatisation importante dans notre société face à la santé mentale et face aux difficultés liées à la santé mentale, qui font que je pense qu'on cherche souvent un bouc émissaire. On est quand même un pays, je veux le rappeler, c'est un peu ancien, hein, je vais faire de l'histoire, mais en 2008, on a eu un projet de loi pour la prévention de l'anorexie. Je n'ai jamais vu de projet de loi sur la prévention d'une autre maladie. Et avec un projet qui a été examiné par le Sénat, qui a fini par changer le titre en proposant un projet de prévention de la maigreur extrême. Ce projet n'a pas abouti. Et il y avait eu tout un panel, le Sénat avait fait tout un panel d'auditions auprès des professionnels et souligné en fait la difficulté à comprendre ce que sont ces troubles. Et je pense qu'il y a une tentation rapide d'essayer de trouver une cause pour y remédier et pour, j'allais dire, gommer ça. Je pense que les sites Pro-ANA ont été aussi, ça a été en 2016 cette fois-ci, où il y avait ce projet de loi où il y a eu, ont abouti les choses autour des réglementations sur les retouches des photos, donc ça aboutit. Donc, donc dans ce projet de loi en 2016, l'idée c'était de prévenir les troubles des conduites alimentaires en ciblant d'une part les mannequins avec les IMC minimum, les retouches des photos et les sites Pro-ANA. Et donc la prévention, elle est beaucoup plus complexe que ça. Et je pense qu'il y a dans notre société quelque chose qui est véhiculé autour de ça et qui revient de manière répétitive et qui ne nous permet pas collectivement de nous pencher sur ce que sont ces troubles, qui sont quand même très liés à l'anxiété, à la dépression et à la santé mentale, et qui sont ramenés à la question de l'esthétique et de l'aspect corporel que l'on pose sur les réseaux. Je ne dis pas qu'ils ne posent pas problème, mais il ne faut pas avoir un lien direct. Je pense que sinon, c'est beaucoup trop réducteur. Et en fait, même, je trouve ça aussi un petit peu dommage parce que typiquement, là, je suis en train de penser à l'effet bénéfique, par exemple, des comptes comme celui d'Inès ou d'Lily Rose. En fait, je me rends compte quand j'observe, par exemple, les commentaires ou tout ce qui peuvent se dire en dessous des posts que vous publiez, il y a quand même quelque chose où on se rend compte qu'il y a des mouvements identificatoires de personnes qui sont en train de traverser ça. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un petit peu, c'est vraiment genre quelque chose du style, un jour, en fait, c'est possible. Et c'est comme si les réseaux sociaux pouvaient être aussi la voix de personnes qui incarnaient la possibilité de guérir. Donc, je pense qu'il y a aussi un beau message d'espoir qui, mine de rien, est aussi véhiculé par les réseaux et qui serait dommage d'oublier, en fait. Oui, c'est sûr. Je pense que les réseaux, c'est déjà un canal où il se passe des choses qui ne sont pas forcément bénéfiques pour les troubles du comportement alimentaire, mais c'est justement une bonne excuse pour les utiliser pour un peu combler les trous que ça fait, quoi. Et mais ouais, non, c'est clair que après moi sans les réseaux sociaux je m'en serais pas sortie, c'est sûr. Et alors ça pose la question aussi de comment on fait pour on a une question là, vous pouvez poser des questions sur le Zoom en live. On a eu une question autour de plus une remarque, une question de personnes qui nous disent voilà, moi je suis une fille, quand je regarde sur TikTok, je tombe directement sur des contenus qui vont faire la promotion de la dénutrition, de la minceur, de l'anorexie, ou qui vont glamouriser ce type de comportement-là. Comment est-ce qu'on fait pour se sortir de ça? Vous, de votre expérience, comment est-ce que vous avez fait? Donc, tu peux t'en parler aussi. Moi, c'est encore une fois, je ne sais pas si c'est extrême, mais moi, je bloque. Non, mais c'est non, mais parce qu'en fait, effectivement, en plus, TikTok, c'est un bon exemple. Pourtant, moi, j'adore TikTok. Je suis pas sur TikTok dans le sens, je crée pas de contenu, mais je suis sur TikTok. Et à un moment donné, effectivement, j'étais tombée sur un TikTok d'une mannequin qui montrait qu'est-ce qu'elle mangeait dans une journée. Et mon œil, était tombé sur une tendance, et j'avoue, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder. Et c'est ça, toujours cette histoire d'algorithme. Après, forcément, j'avais d'autres contenus de cette personne et je continue à regarder. Et à un moment donné, je me suis dit, non, mais en fait, arrête, tu le sais que ça ne te fait pas du bien. Donc, voilà, c'est peut-être un peu extrême, mais je bloque. Mais je pense qu'il faut agir, effectivement, commenter et puis restreindre ou dire non, je ne veux plus voir ce type de contenu. Oui, voilà, c'est ça. Parce que l'algorithme va aussi dans l'autre sens, à comprendre qu'on ne veut pas voir ça. Oui. Et on est les produits au final. On est les utilisateurs, donc reprendre le pouvoir et justement expliquer peut-être aux ados que
Ils n'ont pas juste à recevoir le contenu, mais la facilement, ouais. possibilité de dire bah non, en fait, ça me va trop. Et questionner l'utilisation des réseaux sociaux qui peut être hyper positive et toujours dans le même sujet. Pourquoi pas, en fait? Pourquoi on utilise les réseaux sociaux? Ça peut être ça. Mais en tout cas, dire bah non, je veux pas et je suis en mesure de restreindre, de bloquer, de dire que ça ne va pas. Mais heureusement. Excusez-moi, je ris parce que j'ai un compte Instagram seulement pour les journées du 2. Et en fait, il est envahi de fitness, envahi de recettes et envahi de tout ce dont vous parlez, effectivement. C'est extrêmement impressionnant parce que moi, mes mots-clés, c'est que troubles des conduites alimentaires. Et donc, je n'ai que ça, quoi. Je suis bombardée. Ouais. Mais ça, c'est grave, en fait, d'un point de vue beaucoup plus marketing, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui payent sur ces mots-clés, qui savent très bien, en fait, que TCA, ça va attirer des personnes qui vont acheter de l'annonceur. Et donc, du coup, il y a vraiment une pratique aussi, je dirais, à un niveau beaucoup plus business, de se dire, réguler vraiment tout le marketing, l'achat média, tout ce qu'il y a derrière, pour arrêter de favoriser ce contenu-là, parce que en fait, nous, en faisant ce qu'on fait, on ne fait pas le poids à cause de ça. Enfin, on ne va pas mettre des millions d'euros sur nos contenus, quoi. Et en fait, ce que je trouve d'autant plus malsain, c'est que Instagram bannit certains hashtags. Donc, en fait, ça veut dire qu'ils bannissent certains hashtags, parce que typiquement, je sais que quand je mets trouble du comportement alimentaire ou anorexie mentale sous l'un de mes posts, il perd la moitié de sa visibilité. Mais alors, non seulement ils savent, mais en plus de ça, ils mettent en lien avec des contenus régime. Parce qu'en fait, c'est la différence entre le contenu organique que toi, tu vas poster autour des TCA et qui peut être de la prévention, et l'aspect business qui va être sponsorisé, où il y a des comptes professionnels avec des plateformes, avec Facebook, Meta aujourd'hui, qui permettent en fait de mettre tout le contenu qu'on veut et de mettre des budgets assez conséquents. Donc toi, ils te bloquent, mais en fait, eux, ils leur permettent de faire de générer du contenu autour de ces mots-clés-là. Et si ça ne fonctionne pas, ils trouvent d'autres alternatives pour, de toute façon, arriver à faire de l'acquisition de consommateurs. Voilà. Bon, ceci dit, je ne veux pas vous mettre l'ambiance. Non, c'est intéressant. Ceci dit, non, mais on peut agir, parce que en fait. ça va effectivement comprendre. Ça va effectivement venir en plus de ça poser la question, parce que là on parle Comment faire de la prévention et du faire un niveau individuel, mais comment est-ce qu'on peut effectivement passer aussi à un autre niveau? Comment est-ce qu'on peut faire de la prévention à un niveau plus collectif que le niveau individuel? Et puis aussi, tu parlais tout à l'heure de contenu de gauche, de lutte. Non, mais comment est-ce qu'on peut lutter contre venir déconstruire? On parlait aussi tout à l'heure de la déconstruction aussi des professionnels de santé autour de certains aspects comme ça qui peuvent paraître limitants. Comment est-ce qu'on fait pour venir déconstruire tout ça? C'est là où on a besoin de votre aide et on a besoin des associations d'usagers et des parents, parce qu'on a besoin de la société en général. En fait, les professionnels de santé, en plus, sont des très mauvais communicants globalement. Donc, vraiment, on a besoin d'être appuyés. Globalement, il y a des exceptions. Vous voulez que... non, mais je fais un peu redite, mais en fait, c'est fou parce que, même chose, je me suis fait la réflexion toujours par rapport aux réseaux sociaux, de à quel point les réseaux sociaux avaient pu me plomber, enfin, me faire qu'à une période de ma vie, en suivant certaines personnes, je me disais que manger des fruits, c'était mal parce qu'il y avait du sucre dedans. Bref. Mais en même temps, aujourd'hui, d'autres comptes m'ont beaucoup aidé dans mon parcours de guérison. Donc, en fait, il y a le mot construire des croyances et du coup, il y a le terme déconstruire des croyances. Et en fait, c'est juste se forcer, en fait, se forcer à ne plus suivre les contenus qui nous font du mal, se forcer à en suivre à l'inverse, à suivre des contenus qui nous font du bien. Et pareil, dans ce qu'on consomme, je sais pas, écouter des podcasts qui peuvent, j'allais dire, qui peuvent parler du sujet, mais même pas, parce que je sais pas si écouter des podcasts qui parlent du sujet aide toujours. Mais justement, s'intéresser à autre chose. Moi, c'est un conseil que je donne beaucoup à mes abonnés parfois. C'est un moyen aussi de guérir, c'est essayer de s'intéresser à autre chose. Enfin, je reviens à... J'ai dit contenu de gauche, mais je voulais dire par exemple féminisme. Mais pour revenir là-dessus, franchement, un jour dans ma vie, je ne sais même pas comment. Au début, c'était plutôt le développement personnel, mais ça n'a pas duré très longtemps. Mais à un moment, je me suis intéressée au féminisme et j'ai trouvé ça fascinant. J'avais l'impression de découvrir le monde. Et désolée pour le terme, j'allais dire, j'ai fait une boulimie de ces féministes, mais c'est vraiment ça. J'en ai lu
beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais du coup, le sujet me passionnait et ça m'a fait m'intéresser à autre chose. Donc voilà, moi, ça a été ça. Et maintenant, c'est la lecture en règle générale, mais ça peut être autre chose. Je sais pas, il y a des gens qui font du dessin, de la poterie, Oui, peu importe. complètement. Il y Ouais. a un vrai rôle quand on est, quand on est victime un peu de ce qu'on bouffe comme contenu de protection, en fait, de dire non, stop. Et c'est pour ça qu'il y a des fonctionnalités bloquer, restreindre, signaler. C'est pour ça qu'elles existent, en fait. C'est que, enfin, voilà, si on se considère comme une victime, on va être victime des choses. Mais si on prend la main et qu'on se dit stop, et ben, on peut se séparer un peu de cet aspect de victime. Et puis, moi, je sais que pendant un moment, je me suis désabonnée, j'ai arrêté de regarder tous ces contenus, je scrollais maintenant. Et puis maintenant, je suis complètement insensible à ça. Donc, c'est que le temps fait bien son job aussi. Et en fait, ça rejoint un peu ce que tu dis. En te désintéressant de ce qui occupe la majeure partie de ton énergie mentale, tu vas forcément forcer ton esprit à s'intéresser à autre chose, en fait. Et ça prend de l'énergie et c'est pas juste un rôle passif, en fait. Il faut vraiment prendre la main dessus, quoi. Ouais. Moi, j'aimerais bien vous demander quelque chose par rapport à votre rapport aux réseaux sociaux et au fait d'aller mieux. Si vous avez, parce que vous parlez d'expériences des réseaux sociaux qui vous ont fait du bien ou qui vous ont fait du mal, est-ce que vous diriez est-ce que vous avez commencé à poster pour vous et à être influenceuse à un moment où vous aviez encore des difficultés alimentaires, ou est-ce que c'est arrivé dans un deuxième temps? Parce que je me dis, c'est super qu'on puisse... Enfin, l'effet démultiplicateur, il peut être dans le négatif, on l'a dit, mais dans le positif aussi. Dans le service, on voit quand des anciens patients qui ont guéri viennent témoigner auprès de patients qui sont actuellement hospitalisés. Ça a un effet hyper motivant, hyper intéressant pour le groupe. Donc, c'est que pour un groupe de, je ne sais pas, une dizaine d'ados qui vont être là, dans cette réunion-là. Donc, vous offrez ça à une communauté qui peut être beaucoup plus large. Et en même temps, je ne me verrais pas, moi, conseiller à un patient de se mettre en scène de cette manière-là. Je pense que c'est vraiment une démarche très personnelle. Oui, Comment ça a été pour vous? Moi, perso, j'étais encore un peu dans les troubles du comportement alimentaire au moment où j'ai ouvert mon compte Instagram, donc premier confinement, parce que je m'ennuyais. J'avoue que ma première vidéo, je l'ai postée même sans faire exprès, donc c'est vraiment le hasard des choses, quoi. Et en fait, non, c'est au fur et à mesure, en construisant une communauté, en interagissant avec des gens, ça m'a vraiment... en fait, je faisais du contenu food, donc je faisais des recettes, donc ça m'a vraiment encouragée à faire des recettes, à manger, tout ça, et j'étais trop contente, quoi. Et puis, du coup, les gens me posaient un peu des questions sur ma vie personnelle, donc forcément, le sujet TCA est arrivé sur la scène, et j'ai commencé à en parler vraiment à mon rythme, donc c'était quelque chose d'assez naturel, et avec le temps, en fait, en ayant des témoignages, en voyant d'autres personnes qui disaient « Waouh, c'est génial comment t'en parles », etc., ou qui me faisaient des retours et tout, ça m'a permis, en fait, de tout simplement me prendre du recul dessus et me sortir de tout ça. Et pour revenir aussi à ce que tu disais, j'avais fait un événement avec toi, je ne sais pas si tu te souviens, en mars 2021, je crois, 2022. Ah oui, ok. Et, ok, ouais, d'accord. Et justement, il y avait un peu cet aspect où on avait accueilli des abonnés qui étaient tous concernés un peu par les troubles du comportement alimentaire, que ce soit parce qu'ils le vivaient actuellement ou parce qu'ils s'en étaient sortis. Et du coup, ils échangeaient entre eux, un peu comme ma communauté échange avec moi, à des niveaux différents en fait de la maladie. Et ça a créé une énergie ce jour-là, je m'en souviens. Les 4 heures sont passées tellement vite de l'événement et tout le monde était genre super heureux de pouvoir s'identifier à des personnes, mais pas qui leur ressemblent à 100%, qui comprennent ce qu'ils disent, mais qui ont aussi d'autres avis et d'autres choses à apporter. Et ça peut être aussi peut-être plus... comment dire, accessible que parfois devoir prendre un rendez-vous chez le psy, qui peut être un petit peu intimidant pour certaines personnes. Donc voilà. Et moi, pour compléter, alors moi, c'est un peu plus différent, c'est que c'est hyper prétentieux ce que je vais dire, mais j'allais dire, moi, j'écris le compte que j'aurais aimé voir, parce que en fait, quand je souffrais de troubles alimentaires, souvent, je suivais effectivement beaucoup d'influenceuses. Il y a des filles que je suis sur les réseaux depuis plus d'une dizaine d'années. Je pense que ça parlera... Non, j'allais dire à tout le monde. Bon, peut-être pas que ça parlera à tout le monde. Enjoy Phoenix, je sais pas si vous connaissez.
À un moment donné, elle a été, c'est une youtubeuse beauté qui est là depuis, je ne saurais même pas dire combien d'années, 6 ans, je crois, ou plus, bref. Et à un moment donné, elle avait fait Danse avec les stars et je voyais, comme je souffrais moi-même d'anorexie, en fait, enfin, dans la façon dont elle parlait, dans la façon dans ce qu'elle disait sur la nourriture et même dans son corps, en fait, qui était en train de changer, je me disais, c'est hyper bizarre, on dirait qu'elle commence à développer des TCA et elle n'en parlait pas. Et puis un jour, comme ça, mais des années plus tard, d'un coup, elle sort une vidéo quand j'avais souffert d'anorexie, enfin, je ne sais plus, bref. Et ça a fait ça avec beaucoup de créatrices de contenu. D'un coup, comme ça popait, elles commençaient à parler de leurs troubles alimentaires, mais des années plus tard. Et moi, c'est vrai que, en fait, ces contenus-là m'intéressaient. À chaque fois, je lisais, j'étais là, waouh, elle a décrit exactement ce que je vis. Et en fait, j'en voulais plus. J'étais là, mais je veux qu'elle en parle plus, je veux qu'elle explique qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi elle a dit que ça. Et je sais pas, je restais un peu sur ma faim. Et moi, je trouvais que justement, il y avait un problème sur les réseaux sociaux, c'est que les gens en parlaient que quand ils en étaient sortis. Et ils en parlaient, c'était très superficiel en fait. On n'allait jamais dans le détail. Ouais, voilà, c'est hyper tabou. Et en fait, les gens ne veulent pas en parler, c'est hyper tabou. Ils ne veulent pas dire. Alors que moi, vraiment, sur mon compte, franchement, même il y a des gens de la vraie vie qui me suivent dessus et j'ai tout dit. Enfin, j'ai dit les trucs les plus affreux qui me sont arrivés avec ces troubles-là. Mais d'un côté, je vois bien que ça aide. Et effectivement, comme Lily Rose, j'avais fait une rencontre avec mes abonnés un jour et c'est fou parce qu'effectivement, quand il y a un groupe, ben, on sent que ça leur fait du bien, qu'on en parle et que vraiment on soit très sincère sur le fait qu'on s'est sorti de tout ça et qu'aujourd'hui ça va mieux. Et eux, ben, parlent ensemble et même chose, ça a l'air de leur faire du bien. Donc, moi, pour le coup, quand j'ai créé le compte, j'étais sortie de tout ça, mais c'était juste, je sais pas, j'avais un besoin en fait d'en parler. Ça m'a tellement marqué pendant longtemps que j'avais besoin d'en parler et d'expliquer qu'est-ce qui m'avait fait guérir, mais au-delà de qu'est-ce qui m'avait fait guérir, des anecdotes liées à ça pour que les gens se disent en fait, je suis pas folle d'avoir fait ça. Et ça qui est fou avec ces comptes-là, c'est que finalement, dans les commentaires, il y a des trucs improbables qu'on a fait. On se disait, il n'y a que moi qui faisais ça, mais en fait, il y a plein de monde. Oui, Voilà. pouvoir s'identifier à des gens, ça fait toujours du bien, quoi. Oui. C'est pour ça que les mouvements comme le body positive et le féministe et tout ça, en fait, ça permet juste aux gens et aux minorités, entre guillemets, qui au final n'en sont pas vraiment, de se sentir représentés, quoi. Et c'est bien pour ça que les modèles de minceurs des mannequins ont poussé autant de gens à vouloir maigrir. C'est qu'ils voulaient s'identifier à quelque chose qui existait. Sauf que maintenant, on propose d'autres choses qui existent. C'est exactement ça. Ouais, je vous entends sur tout le positif. Est-ce que ça vous est arrivé de vous faire agresser justement sur ces témoignages? Moi, oui. Toi, je sais pas. Moi, c'était... Alors, il y a plusieurs trucs. Moi, c'est souvent les contenus qui vont vers la grossophobie, en fait. J'en parle un peu moins aujourd'hui, mais je pense qu'il y a un vrai lien entre grossophobie et troubles alimentaires parce que, en fait, disons les choses, ce qui fait aussi qu'on tombe dans les troubles alimentaires, au-delà du fait qu'on va être plus mince, c'est surtout qu'on a peur d'être gros, en fait. Donc, moi, je me dis que c'est un peu deux luttes qui vont ensemble. Et ça, il y a beaucoup de personnes, ils ont du mal, en fait. C'est très compliqué pour les gens de lire... en fait, vous n'avez pas jugé un corps gros, vous ne savez pas ce que la personne a vécu, vous ne savez pas ce qu'elle traverse. Et il y a vraiment des gens qui font des raccourcis très rapides entre lutte contre la grossophobie et fait de, comment dire, promouvoir l'obésité. Ouais, promouvoir l'obésité. Et je sais pas, ça atteint quelque chose dans le cerveau des gens. Et c'est vrai que souvent, les réactions à ça sont très violentes, on va dire. Et voilà, sinon, j'en ai pas d'autres en tête. Je pense qu'il y a eu autre chose, mais c'est le premier qui me vient en tête. Moi, sur la légitimité quant au fait de parler de TCA ou de rapport au corps, je ne parle pas tout le temps de TCA proprement parler, mais vraiment d'acceptation de soi. Des personnes qui me disent, mais en gros, pourquoi est-ce que tu parles d'acceptation de soi? Vraiment, ils font le lien entre ce qu'ils voient et la santé mentale. Alors, je répète toujours que la santé mentale ne se voit pas et que je suis aussi passée à travers un TCA et que je n'ai pas envie de poster des images spectacles, en fait, pour prouver quoi que ce soit. Justement, libérer la parole, c'est permettre à tout le monde de parler de ce rapport au corps et de ce rapport à l'alimentation. Et effectivement, je pense qu'il y a très vite ce filtre dû à l'image qui peut mener à des commentaires assez violents. Ceci dit, dès que
je parle avec la personne en message privé et que voilà, là, ça désamorce tout, tout va bien. Et puis voilà. Et donc, c'est vrai que même les gens agressifs sur les réseaux sociaux peuvent être compréhensifs si on en parle en direct. Ah, bien sûr. Pas tout le monde, peut-être. Oui. Il y en a, tu peux essayer, tu vas tout doux, mais c'est trop. Moi, j'ai un petit peu rattrapé, entre guillemets, tous les échanges. Et je pense que dans mon cas, c'était des personnes qui étaient plutôt énervées de voir du contenu qu'ils ne comprenaient pas, voilà, un petit peu perdus face au contenu, au message, etc. Et qui, à la fin, se sont avérées être des personnes à l'écoute et dans lesquelles il y a eu des échanges. Après, effectivement, parce qu'il y a ça aussi, l'anonymat sur les réseaux, où on peut tout déverser. De temps en temps, j'ai l'impression qu'il y a aussi le besoin de déverser une agressivité, le besoin de mettre. Et en fait, dans ce genre de moment, je me dis, bon, ok, d'accord. Puis après, c'est aussi, je pense, la casquette psy, c'est non, mais moi, de toute façon, les psys, j'aime pas. Moi, j'ai la casquette yogi, peut-être qu'effectivement, c'est un peu plus zen. Mais de toute façon, dès que les gens ne comprennent pas forcément ce qu'ils voient, souvent, ça amène à de l'énervement, quoi. Enfin, moi, je sais que des fois, j'ai le droit à des... En fait, il suffit juste de manger. Enfin, les gens, s'il vous plaît, quoi. Et genre, des trucs comme ça, tellement... ou non, mais c'est vraiment un problème de gosse de riche ou des trucs comme ça. Enfin, les clichés qui reviennent, en fait. Et ça, pour moi, c'est tout le temps comme ça, quoi. Mais je trouve que tu as déjà répondu très intelligemment. Je ne sais pas si c'est dans ce but-là que tu avais fait ce reel ou si c'était pour prendre la parole là-dessus, mais je me souviens d'un moment où tu avais fait un reel là-dessus, justement, mais il suffit de manger, et où tu avais dit, mais on est en train de parler d'un trouble desquels on peut mourir, en fait. Et j'avais trouvé ça vraiment très intelligent parce que c'était de manière très subtile dire non, c'est pas juste ça. Ouais, on va pas dire à une personne, je sais pas, qui doit se faire amputer le bras, non, en fait, le coupe pas, ou je sais pas, des trucs, ou je sais pas, t'es malade, arrête. Non, Son bon, t'avais fait même encore plus, c'était encore plus fin, ça, une personne qui est sur le point de se noyer, tu lui dis respire. Oui, voilà, ouais, t'avais fait ça, ouais, c'est ça. Ouais, exactement, c'est absurde en fait. Mais c'est là où tu vois, tu as dit la santé mentale, c'est invisible en fait. Heureusement un sujet qui est en train de prendre un peu en popularité parce que malheureusement, ça concerne de plus en plus de monde. J'ai l'impression que le Covid, ça n'a pas forcément aidé et que les cas augmentent. Mais en même temps, du coup, ça pousse forcément à plus prendre la parole dessus parce que les gens le comprennent plus et s'identifient plus. Mais voilà, ce qui est invisible parfois... perd en crédibilité, tout simplement. Oui, parce que tout est visible et tout est visible sur ces réseaux. Puis après, il y a un autre point, je dirais, dans les retours que moi j'ai, c'est vraiment de comment est-ce que je peux faire. Alors parfois, j'ai beaucoup craint le transfert et par exemple, moi, j'ai pas partagé mon histoire très vite et d'ailleurs, c'est Hugo qui m'a vraiment aidé à me dire non, mais il faut que tu en parles et que tu expliques, etc. Et aujourd'hui, je vois que ça a des bénéfices, mais j'avais quand même un petit peu peur du transfert. Et au-delà de l'histoire personnelle, en fait, c'est les outils qu'on donne en fait à ces personnes-là parce qu'elles demandent toujours, mais toi, comment tu as fait? Et en fait, je veux faire de la même façon. Alors, forcément, c'est pas le meilleur des conseils de dire fais comme moi, mais vraiment d'être un petit peu armé en tant que créateur de contenu pour justement les messages qu'on fait passer aujourd'hui, peut-être les diffuser plus largement aux créateurs de contenu pour que à cette question on puisse répondre aussi. Parce que moi au début j'étais un petit peu démunie, je savais même pas Instagram, je m'y suis mis très tard, etc. Et je me disais bon qu'est-ce que je fais? Je sais pas trop. Bon, heureusement, il y a le site de la Fab où il y a quand même beaucoup d'informations, mais peut-être un kit, je sais pas, kit réponse sur comment faire, voilà, par rapport à ces premières questions de vers qui me tourner. Je connais personne autour de chez moi. Ça aussi, souvent, j'ai ce retour-là. Tu connais pas quelqu'un. Je pense que après, ouais, si tu es créatrice de contenu aussi, tu dois répondre avec les éléments que tu as, tu vois, qui t'a redirigé vers justement les personnes qui ont ces réponses sans devoir te les approprier forcément parce que au final, tu peux le prendre comme rôle, mais est-ce que c'est pas trop pour toi, etc. Tu vois, tu peux toujours déléguer ça aux personnes qui en ont entièrement la responsabilité. Oui. Et puis c'est avoir l'info, en fait, surtout avoir l'info, quoi, pour pouvoir bien rediriger les personnes qui demandent. C'est là où je vais glisser la ligne téléphonique. Anorexie, boulimie, info, écoute, parce que je rappelle que sur cette ligne téléphonique, il y a à la fois des psychologues,
des associations d'usagers et des professionnels sur l'écoute. Et Julien va nous passer le numéro. Voilà, merci Julien, parce que je ne le sais plus par cœur, parce qu'on a changé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est plus surtaxée, cette ligne, parce que nous avions un problème, elle était surtaxée, mais que la région Île-de-France a accepté de financer cette ligne. C'est le coût d'un appel local. Mais je sais aussi que beaucoup de jeunes ne sont pas à l'aise avec le téléphone et qui préfèrent effectivement passer par vous, passer par les réseaux, passer par quelque chose qui n'est pas dans la parole, et on n'a pas la même gestion. Hein. Il y a un gap générationnel sur des parents qui appellent du téléphone. Les ados ne se saisissent pas du tout cette ligne, ce qui est dommage. Des patients, mais adultes, quoi. Ouais. On rappellera, soit en passant aussi, que même si la ligne s'appelle anorexie, boulimie, info écoute, on peut appeler si on souffre d'un trouble alimentaire, d'un autre type de trouble des conduites alimentaires. Évidemment. Ça fait partie des questions qui peuvent se poser. Mais oui, top pour ce partage, parce que c'est vrai que ça, dans les... Comment dire? Ah, c'était quoi le terme? On parlait des insultes sur les réseaux sociaux, mais je n'avais pas pensé à ça. Ça, c'est pas du tout une insulte pour le coup, mais c'est une difficulté que j'ai rencontrée aussi avec ce compte, c'est que pendant très longtemps, là un peu moins, ou peut-être c'est parce que je regarde moins, mais je recevais très, très, très souvent des messages, enfin quasi tous les jours en fait, de personnes qui vont me raconter leurs problèmes, et je ne sais pas trop ce qu'ils attendent de moi, mais c'est vraiment « Bonjour, je m'appelle machin, j'ai tel âge ». Je souffre d'anorexie depuis... Enfin bref, ils me racontent toutes leurs problématiques et ils veulent des solutions. Et à chaque fois, c'est vrai que j'étais un peu... je ne comprenais pas parce que je me disais, mais j'ai jamais dit que j'étais une professionnelle de santé, je raconte mon vécu. Donc, au moins, je pourrais les tourner peut-être vers ce type de numéro. En fait, les abonnés, ils te voient tous les jours sur leur feed, donc ils croient vite que tu es leur copain parce qu'ils te voient tous les jours, mais en fait, tu ne les connais pas. Et du coup, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de messages comme ça aussi. Et comme solution que j'ai trouvée à mon échelle, sans être professionnelle de santé ou quoi que ce soit, c'est de permettre en fait à ces personnes d'avoir de la parole à travers mon compte. Donc, ça va passer par des partages de témoignages, les inviter autour d'un petit repas Fear Food, je pense que vous connaissez le terme. Et du coup, là, les gens, ils parlent, même en dehors de la caméra et tout, ça crée un échange et tout. Et je pense que, même si j'ai pas cet aspect médical, etc., avoir quelqu'un en face de bienveillant, qui comprend, etc., ça aide toujours, quoi. Alors là, je viens d'avoir une idée, parce que du coup, je pense aux thérapeutes et finalement les accompagnants qui ne sont pas des professionnels de santé comme moi, et qui sont face à des cas d'urgence ou qui ne peuvent pas gérer. Donc ça, c'est très important. Moi, j'ai beaucoup redirigé à Hugo certains cas en posant des questions, en disant que c'était très important d'aller vers un professionnel de santé, indispensable. Je me dis qu'il serait aussi intéressant d'avoir des binômes, en fait, de vraiment créer des ponts entre les professionnels de santé et, alors peut-être pas des binômes parce que ça fait beaucoup, mais en tout cas créer des liens entre des thérapeutes qui seraient exposés à un public souffrant de TCA, n'étant pas professionnels de santé spécialisés, pouvoir bien rediriger ces personnes-là, en fait, comme il faut, parce que finalement, je me dis, des professeurs de yoga comme moi, ou je ne sais pas, des sophrologues, des profs de danse, ou des profs de danse, en fait, il y en a énormément. Donc, il y a une forme d'accompagnement, et donc là, on peut vite se dire, bon, en fait, je peux accompagner la personne sur ci, sur ça, et puis finalement, devant des cas un petit peu graves, ou même pas, en fait, juste message de base, on ne sait pas trop comment faire. Donc, et je pense qu'il y a vraiment une envie en plus de créer ce pont et d'accompagner conjointement les personnes qui en ont besoin. Voilà, c'est une idée comme ça. Accompagner, je ne sais pas, mais en tout cas, favoriser l'entrée dans les soins spécialisés, ça, c'est une évidence. Rendre la chose plus accessible et plus pratique, parce que c'est vrai que souvent, en plus, c'est des jeunes, des très jeunes qui ne se sentent pas forcément la possibilité de prendre un rendez-vous, de contacter, et c'est toujours papa, maman, et des fois, les parents sont même pas au courant, en fait. Donc, c'est toujours très, très compliqué. Et c'est pour ça que là, je pense que les réseaux, c'est génial parce que les jeunes, ils y sont. Et c'est vraiment quelque chose à exploiter à 100%, quoi. Je suis d'accord. J'ai régulièrement des adolescents qui m'envoient en fait des messages privés sur mon compte aussi pour me demander comment parler à leurs parents.
quoi dire, comment aller vers des soins, quel type de soins ils doivent demander, ou qui ont besoin aussi de m'exposer ce qu'ils vivent pour me demander si est-ce que c'est grave, est-ce que c'est un trouble alimentaire, est-ce qu'il y a des risques. Enfin, voilà, parce qu'ils se posent beaucoup de questions et c'est vrai que je pense que par rapport à la ligne d'écoute téléphonique, qui va s'adresser plutôt des adultes et des parents aussi beaucoup, les réseaux sociaux, c'est vraiment aussi le moyen d'être en contact avec les plus jeunes. Et pour ça, ouais, c'est hyper intéressant pour le coup. Donc, moi, je peux un peu rediriger, du coup, ça, c'est chouette avec mon compte et ma casquette. Mais c'est vrai que j'ai aussi régulièrement d'autres personnes, d'autres comptes qui m'adressent vers mon compte pour que je puisse répondre. Alors, bien sûr, on ne peut pas tout faire non plus, on ne peut pas répondre à tout le monde, mais effectivement, ça montre que ça peut être intéressant à développer. On a mis en service une boîte mail de prise de rendez-vous pour des raisons de simplicité de gestion, etc. Et je me suis aperçue que c'était un facilitant parce que de temps en temps, il y a des gens qui envoient leur mail à 2 h du matin. Vous voyez, ou des jeunes qui envoient un mail parce qu'ils ne passeraient pas un coup de téléphone. Et je pense qu'en fait, si on diversifie les possibilités de contact, on ouvre comme ça des possibilités qui sont diverses. Et effectivement, le téléphone, c'est un des problèmes, hein, parce qu'en fait, l'utilisation, moi je le vois avec les plus jeunes, l'utilisation du téléphone, elle n'est pas du tout celle qu'on a connue. C'est générationnel, comme dirait. Voilà, et c'est pour ça que je regarde ma collègue dinosaure comme moi. Et nous, quand on était jeunes, il y a donc très longtemps, on pouvait passer des heures au téléphone, mais à parler en fait. Et moi, je m'aperçois chez les enfants, et bien qu'eux, ils passent des heures sur le téléphone, à parler. Ils parlent pour. Alors si, ils s'envoient des vocaux. Ils s'envoient des vocaux de 20 secondes, quoi. Mais ils ne passent pas 2 heures à parler. Et quand il faut qu'ils prennent un rendez-vous téléphonique avec quelqu'un, alors là, ça devient tout de suite une démarche. C'est l'angoisse. Mais moi, je suis concernée par ça aussi. Des fois, même commander des sushis, c'est compliqué. Ben voilà, Est-ce qu'on pourrait imaginer, le mercredi où il n'y a pas d'écoute, la ligne n'est pas ouverte le mercredi, est-ce qu'on pourrait imaginer, 16 h à 18 h pour garder les mêmes horaires, de faire un live Insta avec un professionnel de santé qui répond aux questions à la volée. Un live. Un live plutôt. Le chat, le problème, c'est que c'est très long le chat. Message et répondre en direct. Le live, il risque d'être très vite saturé, quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut faire tous les mercredis. C'est ça. Et est-ce que la question de, après il y a encore la possibilité de créer des faux comptes pour poser les questions, mais je me dis l'idée qu'une personne utilise son compte pour poser une question, moi il y a quand même des personnes qui me disent qu'ils ne likent pas mes posts parce que ils ont peur que des personnes qu'elles connaissent voient et elles me parlent en backup. Est-ce que plutôt une boîte à questions, créer une session boîte à questions, que Nicolas a vu que régulièrement. ou genre pendant toute la journée, il y a des questions qui sont posées. Alors la boîte à questions risque effectivement, comme dit Lily Rose, d'être très vite saturée, mais possibilité du coup de se dire pendant 2 heures, je réponds au maximum de questions. Oui, c'est ça. Alors, en même temps, la boîte à questions, ça permet de trier, de rassembler les questions, éliminer les doublons, faire des thématiques, etc. Ça peut être intéressant. Et d'y répondre en direct, par écrit ou par... Et ceux qui veulent éventuellement participer au live peuvent le faire. Il est 18h30. Donc, pour faire un espèce de résumé rapide, puisque la question initiale, c'était quand même réseaux sociaux, amis ou ennemis, la réponse est quand même d'habitude. Venant de Rouen, je ne peux que vous faire des réponses de Normand. C'est peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Effectivement, donc on a pu le rappeler, les réseaux sociaux, ça peut être quelque chose qui est vécu comme étant très problématique parce qu'on peut tomber sur des contenus qui peuvent être éventuellement très problématiques et qui peuvent amener éventuellement vers le développement d'un trouble des conduites alimentaires quand on présente déjà une trajectoire de vulnérabilité initialement. Ça peut être problématique parce que pour plusieurs raisons, parce qu'on est confronté à des images qui peuvent venir détériorer le rapport à sa propre image corporelle, mais aussi venir moduler ses conduites alimentaires. Ça peut être problématique parce qu'on peut y passer beaucoup de temps et que les contenus qui nous sont proposés par les algorithmes qui peuvent éventuellement refléter aussi les préoccupations qu'on peut avoir déjà à un instant T peuvent venir nous coincer quelque part dans une bulle de filtre, mais parce qu'il y a quand même, des solutions existent.
passe notre temps à le dire, mais c'est vrai qu'il y a la possibilité de se sortir de ces bulles, il y a la possibilité d'avoir accès à des comptes qui se veulent beaucoup plus informatifs, diversifiés, bienveillants, autour d'énormément de problématiques, autour de problématiques qui vont être plus centrées sur d'autres choses et qui vont du coup permettre de développer à la fois développer son esprit critique si on le souhaite, mais aussi d'aller développer des préoccupations autres que celles qui seront autour de l'alimentation et des images corporelles, voire même des contenus qui vont aller à l'encontre de tout ça, des contenus de debunk, entre guillemets, de certains contenus qui eux-mêmes sont déjà problématiques, des contenus qui sont justement parfois centrés aussi sur justement quelque chose qui peut sembler problématique, mais comment est-ce qu'on s'en sort, comment est-ce qu'on va au-dessus de ça, comme les repas fear food, des contenus très doux, bienveillants, mais aussi autour d'autres choses comme le féminisme et qui peuvent favoriser l'empowerment aussi des personnes qui sont justement consommateurs de ces contenus-là. Donc il y a la possibilité d'être acteur, il y a aussi la possibilité de faire des choses en faisant des ponts éventuellement entre des professionnels de santé, des influenceurs, des personnes qui vont créer du contenu, que ce soit par le biais justement de renvoi vers des plateformes qui existent déjà, des annuaires, l'annuaire de la Fédération française anorexie-boulimie, la ligne d'écoute anorexie-boulimie, et on rappellera aussi les autres TCA évidemment, hein, c'est pas que l'anorexie et la boulimie. Et donc, renvoyer vers ces contenus-là, éventuellement envisager de créer de nouvelles choses, de créer des packs de comment est-ce qu'on peut bien communiquer quand on crée du contenu pour renvoyer vers les bonnes adresses, créer des lives, faire des ponts pour combler les trous qu'on a aujourd'hui et continuer à développer les filières de soins, la filière de prévention, la prévention dans les écoles, le développement des compétences psychosociales, la prévention dans les collèges, lycées, autour justement de l'empowerment, de comment est-ce qu'on peut venir lutter contre toutes ces influences qui pourraient éventuellement être délétères et aller vers des influences qui du coup sont beaucoup plus positives. Et donc les réseaux sociaux, amis et ennemis. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé à cette table ronde. C'était très enrichissant. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine. On sera là. Fidèle au poste.